concrètement, Michel, comment on pourrait, dans le cadre d'une étude urbaine, mieux appréhender ce coefficient de ruissellement? Est-ce que j'ai vu des maîtres d'œuvre qui travaillaient parfois sur la photographie aérienne, par exemple, pour essayer d'avoir ce pourcentage un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bon, il y a des dizaines de méthodes et aujourd'hui, les moyens techniques se sont démultipliés. Bon, pour une approche rapide, l'utilisation de coefficients préétablis, là je vois par exemple coefficient de ruissellement, habitat individuel, il y a des ordres de grandeur qui peuvent être tout à fait acceptables, hein. Pareil, sur le tableau de droite où l'on trouve des ordres de grandeur. Maintenant, on peut faire des analyses beaucoup plus précises et en particulier aujourd'hui, on dispose d'outils spéciaux. Moi, je connais une société qui s'appelle l'Avion Jaune, qui utilise des drones à l'heure actuelle pour faire de la couverture aérienne, à partir desquels on peut retravailler pour définir avec beaucoup plus de précision des zones qui se caractérisent par des coefficients de ruissellement spécifiques. Bon, ça c'est une méthode qui est coûteuse en fait, mais qui peut amener un plus dans la connaissance du bassin versant qu'on est en train d'étudier. Sinon, bien sûr, on peut utiliser des techniques classiques de cartographie, de tenter d'isoler les surfaces qui peuvent correspondre à une classification, hein. Je vois culture ondulée, etc., culture montagneuse, c'est des typologies, mais on peut utiliser des choses comme ça aussi, bien sûr. Mais c'est pas toujours très simple dans l'hypothèse où quand on est en train d'étudier un bassin versant qu'on va urbaniser, la question est de savoir c'est que seront ces surfaces une fois qu'il aura été urbanisé, parce qu'au départ on n'a rien. Donc là on est bien obligé de prendre des valeurs forfaitaires pour représenter des types de surfaces. Et une fois le bassin réalisé, on peut ne plus être tout à fait en accord avec ce que l'on a utilisé au moment des projets. Ça peut arriver. Des déconnexions de surface, des choses comme ça peut complètement convenir. Mais dans l'ensemble, pour des ordres de grandeur, à l'étape des projets, les coefficients, comme vous les avez dans les tableaux, peuvent être largement satisfaisants pour faire des calculs. Alors, les petits bémols et retours d'expérience, bon, après un été qui a été très sec, hein, notamment, on sait que les sols se comportent différemment. Donc, même sur une surface végétale, le coefficient ne sera pas 0,20, hein. Tu peux en dire un petit peu plus, Michel, là-dessus? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'à l'état naturel, un bassin versant ne va pas avoir au long de l'année la même valeur de coefficient de ruissellement, suivant que il sera d'ores et déjà à tremper, dans quel cas il peut avoir des coefficients de ruissellement relativement élevés, ou au contraire être particulièrement sec et être plus couvert de végétation, ce qui peut donner lieu à des ruissellements plus rapides, parce que les pores du sol sont obstrués, donc l'infiltration se fait mal. Et c'est vrai que le coefficient de ruissellement est une grandeur qui peut infiniment varier sur un bassin versant naturel. Par contre, sur un bassin versant urbanisé, c'est plus stable parce que la nature des surfaces réceptrices, elle ne change pas vraiment qu'il fasse humide ou qu'il fasse sec. Mais c'est vrai que pour des bassins versants naturels, on peut avoir des fluctuations relativement très importantes des coefficients de ruissellement. C'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a quelquefois des crues tout à fait exceptionnelles sur certains bassins qui correspondent non seulement à des quantités de pluie importantes qui sont tombées, mais aussi à un état de saturation des sols du bassin ou à un état particulier de son couvert végétal qui faisait qu'il répondait beaucoup plus rapidement et brutalement aux précipitations. Très bien.